Bonjour à tous et bienvenue pour cette webconférence organisée par l'Observatoire d'analyse et d'appui à la négociation et au dialogue social sur le thème de la mise en place du CSE. Alors l'Observatoire du Var, Jean-Louis Picoche, vous en êtes le président. De quoi s'agit-il? Les observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation ont été institués par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Ils sont composés des membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatifs au niveau départemental, mais également par les organisations professionnelles, interprofessionnelles et multiprofessionnelles qui sont représentatives sur le plan national. Et bien entendu, d'un représentant de la directe qui est accompagné par des experts. Leur objet est de favoriser et d'encourager le dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de 50 salariés, qui est la représentativité, l'essentiel de notre tissu économique départemental. L'Observatoire du Var a été mis en place en mai 1968. Non, excusez-moi, mais ça aurait pu. Il a été mis en place en mai 2018. Parfait. Et donc, pourquoi cette webconférence? Parce que dans le Var, nous avons constaté qu'au 1er février 2020, 279 établissements ayant adressé un PV lors du précédent cycle électoral n'avaient pas encore mis en place leur CSE, dont 215 représentants de TPE-PME. Or, l'Observatoire du Var s'est fixé comme priorité d'accompagner la mise en place de ces CSE dans les TPE-PME et d'encourager et accompagner la négociation collective dans ces mêmes entreprises dont on sait que ce n'est pas toujours facile de les diriger. Cette webconférence vient donc en appui des travaux déjà produits par l'Observatoire, à savoir 2 guides spécifiques. L'Observatoire a travaillé depuis qu'il se réunit, 2 guides spécifiques, l'un sur les TPE-PME, au sujet pour les TPE sur le CSE, et l'autre sur la négociation collective. D'ailleurs, ces guides sont téléchargeables sur les sites de tous les partenaires qui siègent à l'Observatoire. Tout du moins pour ceux qui siègent. Cette webconférence vient donc en appui des travaux déjà produits par l'Observatoire, à savoir 2 guides spécifiques, TPE-PME, je crois que je fais de la redite, et la négociation collective. Je remercie l'Union patronale de mettre en place et à notre disposition ce nouveau moyen de communication. Je vais, avant de donner la parole à Charline Leplat, directrice adjointe de la directe, vous voyez, je suis bien encadré, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Nathalie Chauvin, qui est la responsable des affaires juridiques à l'Union patronale du Var. Je voudrais quand même remercier l'ensemble des membres de l'Observatoire, déjà les services de la directe qui nous apportent beaucoup d'appui pour la réflexion, et également tous les partenaires pour leur esprit constructif dans lequel ils font preuve. Je vous laisse la parole, mesdames. Je suis bien encadré, hein, vous avez vu. Merci Jean-Louis. Donc, avant de démarrer, nous voulions juste vous préciser qu'il vous sera possible de poser quelques questions que nous traiterons à la fin de l'intervention, sans doute un peu au-delà des 30 minutes prévues initialement. Alors, pour commencer, avant tout, nous allons parler de la mise en place du CSE. Le CSE, c'est quoi ? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous de nous avoir rejoints sur cette webconférence. Alors le CSE est une institution unique de représentation du personnel qui, depuis donc les ordonnances travail, remplace les délégués du personnel dans les petites entreprises à partir de 11 salariés et dans les plus grosses à partir de 50 salariés, qui remplace le comité d'entreprise, les délégués du personnel ainsi que le CHSCT. Il est composé de l'employeur et aussi
partie d'une délégation du personnel qui a vocation à être élue. Et donc, ça va être l'objet de notre propos, de vous décrire la manière dont cette délégation du personnel peut être élue, quel est le timing, quelles sont les personnes qui peuvent se porter candidats, etc. Alors, avant de démarrer, Charline, comment convaincre ces 215 entreprises qui n'ont pas mis en place leur CSE de le mettre en place? Pourquoi finalement est-ce si important, au-delà de l'obligation légale, de mettre en place un CSE dans l'entreprise? Alors, outre le fait, si l'entreprise néglige de mettre en place son CSE, néglige de lancer le processus électoral, il y a un risque direct, pénal tout d'abord, qui est donc le délit d'entrave à la mise en place du CSE. Et dans ce cas-là, le Code du travail prévoit des pénalités allant d'un an d'emprisonnement à 7 500 € d'amende. Donc là, c'est un premier risque pénal direct. Après, il y a des risques toujours juridiques qui se traduiront par l'allocation de dommages et intérêts, en particulier lorsqu'il s'agit d'avoir un salarié qui, dans une entreprise, est déclaré inapte pour raisons professionnelles ou autres, pas seulement. Le Code du travail prévoit que eh bien, son reclassement est soumis à la consultation du CSE. Or, s'il n'y a pas de CSE parce que le chef d'entreprise a négligé de le mettre en place, le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse, donc avec à la clé un risque juridique de saisine du Conseil des prud'hommes, et le salarié pourrait dans ce cas obtenir des dommages et intérêts. Et c'est exactement la même problématique qui se pose en cas de licenciement collectif pour motif économique, où là encore, le CSE a vocation à émettre un avis sur ce type de licenciement. Or, s'il n'existe pas du fait d'inertie de l'employeur, là encore, la procédure peut être irrégulière. Alors, en dehors de ces cas, on a également quelques cas qui sont listés là sur le diaporama que vous voyez en même temps que la webconférence. On ajoutera simplement la mise en place d'un accord d'intéressement qui est soumise à ce que l'employeur soit à jour en matière d'obligation de mise en place des institutions représentatives du personnel. Accord d'intéressement qui est d'autant plus important au cours de l'année 2020 que sa mise en place, la mise en place de la prime exceptionnelle au pouvoir d'achat est assujettie à l'existence au moment de son versement d'un accord d'intéressement dans l'entreprise. Mais en dehors de ces cas de risque pénal ou risque juridique, mettre en place un CSE pour une entreprise représente un véritable intérêt, notamment pour favoriser et développer le dialogue social, puisque dans une entreprise de moins de 49 salariés, dans laquelle il n'y a pas de délégué syndical, le CSE devient un acteur majeur de la négociation qui va permettre à l'entreprise de négocier des mesures en matière notamment d'aménagement du temps de travail qui seront adaptées à elle, à son mode de fonctionnement, à ses contraintes. Mais je pense que c'est pas le seul sujet. Tout à fait. Alors, outre effectivement, et ça c'est une nouveauté qui est importante de souligner quand vous l'avez fait, effectivement, le CSE est un acteur majeur aujourd'hui de la négociation collective. Il est aussi un acteur majeur en matière de santé et sécurité au travail. On l'a dit, les DP n'existe plus, le CHSCT n'existe plus. Or, un chef d'entreprise qui a énormément évidemment de choses à gérer, a qu'une paire d'yeux, une paire de bras, et donc il a besoin d'être épaulé en matière de santé sécurité au travail, et le CSE est là pour l'aider à détecter, pour l'aider à prévenir les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans l'entreprise. Donc, d'où l'intérêt majeur, au-delà, vous l'avez bien compris, du risque juridique, mais il y a un intérêt direct aussi pour le fonctionnement de l'entreprise, tant sur les accords que sur la prévention en matière de santé et sécurité au travail. Donc nous espérons que ces quelques mots auront réussi les entreprises qui n'ont pas encore mis en place leur CSE, de l'intérêt de le mettre en place. Mais finalement, Charline, cette mise en place, elle devait intervenir quand? Alors effectivement, vous avez bien raison de dire devait, puisque c'était au plus tard depuis le 1er janvier 2020, et là pas possible, même avec des délégués du personnel qui seraient d'accord, de prolonger l'existence de délégués du personnel. Le CSE doit impérativement être mis en place. Alors, même si c'était depuis le 1er janvier 2020, il n'est pas trop tard pour celles et ceux des entreprises qui n'ont pas encore mis en place le CSE de le faire. Très bien. Donc, quelles sont les entreprises qui sont concernées? Alors, ce sont toutes les entreprises relevant du droit privé, tous les employeurs, avec certaines entreprises qui dépendent du secteur public, mais concentrons notre propos sur les employeurs de droit privé, qui comptent un effectif d'au moins 11 salariés sur 12 mois consécutifs.
Donc, une fois que ce seuil est atteint de 11 salariés pendant 12 mois qui se suivent, eh bien, la mise en place du CSE est incontournable et impérative. Alors ça fait partie un peu des nouveautés, des choses auxquelles on n'était pas habitué, puisqu'on avait avant des seuils de modalités de calcul qui étaient un peu plus compliquées. La simplification, 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Quel est le périmètre de mise en place des instituts du CSE? Alors, le périmètre, ce sont d'une part les entreprises ou les établissements, dès lors que ce sont des établissements distincts. Mais vous l'avez bien compris, notre propos s'adresse aujourd'hui aux entreprises de 11 à 49 salariés, qui pour la plupart d'entre elles sont des entreprises mono-sites, mono-entreprises. Donc, ce sera au sein de l'entreprise que le CSE siégera avec l'employeur, évidemment. Dans ces entreprises de 11 à 49 salariés, combien de collèges doivent être mis en place et combien y a-t-il de sièges à pourvoir? Alors, pour les entreprises, alors parlons justement, alors ça, ce sont des seuils qui sont fixés par la loi en fonction de l'effectif de l'entreprise, l'effectif salarié. Donc, pour les entreprises de 11 à 24 salariés, il s'agit de mettre en place à minima un titulaire et un suppléant. Et ça se fera, on le verra un peu plus tard, au sein d'un collège unique qui rassemblera toutes les catégories socio-professionnelles que compte l'entreprise. Pour les entreprises qui, elles, comptent un effectif de 25 à 49 salariés, dans ce cadre-là, il appartient à l'entreprise de faire élire 2 titulaires, 2 suppléants, qui seront élus, eux, au sein de 2 collèges, les collèges qu'on connaît habituellement, que sont d'une part le collège ouvrier employé et le collège agent de maîtrise, technicien et cadre, sachant que la répartition au sein de ces collèges se fait non pas en fonction de l'intitulé du poste, mais en fonction du travail réellement exercé dans l'entreprise. Donc ça veut dire en fait que dans ces entreprises entre 25 et 49 salariés, il y aura un siège de titulaire dans le collège ouvrier, un siège de titulaire dans le collège agent de maîtrise et de la même manière pour les sièges de suppléants. Tout à fait. D'accord. Alors, on va enchaîner avec un petit préambule donc au sujet du processus électoral qui est notre cœur de sujet aujourd'hui. Donc, à quelle date vont s'apprécier les conditions d'éligibilité et d'électorat? Alors, effectivement, c'est un préalable, là encore, quand on prépare des élections, c'est de déterminer quels sont les salariés qui sont électeurs, quels sont les salariés qui sont éligibles. Alors, ces qualités d'âge, puisqu'il y a pour voter, il y a un âge requis, s'apprécient au premier tour de scrutin. Donc, c'est pas au 1er janvier qu'on se place, mais au premier tour des élections professionnelles. D'un côté pratique, vous comprendrez donc que se situant au premier tour de scrutin, pour calculer si les personnes sont éligibles ou électeurs, il va falloir, dès le début de votre processus électoral, établir un calendrier, un rétroplanning. Alors, qui est électeur? Les salariés de l'entreprise qui ont 16 ans révolus, qui travaillent dans l'entreprise depuis 3 mois au moins et qui n'ont pas fait l'objet de condamnation privative du droit de vote. Concernant les éligibles, alors qui peut être candidat? Eh bien, là, les conditions sont un petit peu plus restrictives, à savoir, il faut que le salarié ait travaillé dans l'entreprise pendant au moins 12 mois et que, par ailleurs, il ait 18 ans révolus. Autre précision quand même importante, c'est que ne peuvent pas être candidats les personnes qui, de par un lien de parenté direct ou indirect, sont trop proches de l'employeur. Donc, le conjoint ne peut pas être éligible, les ascendants, les descendants et les alliés au premier degré. Donc, autant dire à ce sujet qu'il y a très peu de changements par rapport à ce que nous connaissions au cours des élections professionnelles précédentes. Alors, quelques rappels utiles aussi sur lesquels il n'y a pas forcément beaucoup de changements, mais il vaut mieux quand même rappeler. Donc, le scrutin, c'est un scrutin de liste à 2 tours. Avec un monopole des organisations syndicales pour présenter des candidats au premier tour. Il n'y aura un deuxième tour que s'il y a absence de quorum, si on n'a pas pourvu l'ensemble des sièges ou s'il n'y a pas eu de candidature au premier tour, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors justement, on va faire des listes distinctes. Tout à fait. Alors, ce sont des listes, on a vu quels étaient les collèges électoraux, un seul collège pour les toutes petites, 2 collèges pour les plus jusqu'à 49 salariés. Donc, ce sont des listes distinctes pour chaque collège et ce sont aussi des listes séparées, tant pour les titulaires que pour les suppléants.
Alors, juste évoquer une notion qui pose plus de difficultés dans la constitution des listes dans les entreprises de plus de 50 salariés où on a plus de postes, de sièges à pourvoir. C'est la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de chaque liste. Alors, il me semble effectivement qu'on parle de représentation équilibrée et pas de parité. Tout à fait, parce que là, ça peut induire en erreur que de lire très rapidement la disposition du Code du travail qui régit cette mesure. Il ne s'agit pas de mettre absolument une femme candidate. Cette appréciation se fait au regard de l'effectif de l'entreprise. Donc, si dans une entreprise, nous avons un seul siège à pourvoir, que 80% de l'effectif du collège, parce que on est sur un collège unique, 80% de l'effectif, ce sont des hommes, 20% donc ce sont des femmes, eh bien ce sera l'homme qui sera candidat à l'élection professionnelle du CSE. Donc il ne s'agit pas impérativement de mettre en place une candidate féminine, mais de regarder, que l'employeur regarde l'effectif salarié au sein de chacun de ces collèges. Sauf s'il y a vacance. Oui, de la part des hommes. Alors c'est important, toutefois c'est vrai que ça concerne très peu la cible des 1149 puisque cela concerne le cas dans lequel il y a 2 postes, au moins une liste avec 2 candidats et que pour qu'il y ait 2 candidats, il faut qu'il y ait 2 sièges à pourvoir, ce qui n'est pas le cas dans les moins de 50 salariés, sauf si on a un collège unique sur le seuil 24-49. Alors, ce processus électoral, donc on rentre dans le vif du sujet, ce processus électoral, il va se dérouler en 6 à 8 étapes, selon qu'il y ait ou pas un deuxième tour. Première étape, c'est l'étape qui va être le point de départ de l'ensemble du calendrier que vous allez devoir mettre en place. C'est le top départ qui va fixer et suite à ce top départ, dans les 90 jours qui suivent ce top départ, vous devrez organiser le premier tour de scrutin. Ce top départ, c'est l'information des salariés de l'organisation des élections, cette information se faisant par voie de notes de service ou par affichage dans l'intranet de l'entreprise. Donc, première notion, informer les salariés de l'organisation des élections. Deuxième information et invitation, c'est celle des organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral. 2 catégories, parce que 2 modalités d'invitation différentes par courrier. Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, donc celles qui ont fait au moins 10% aux dernières élections professionnelles, les organisations qui ont constitué une section syndicale dans l'entreprise et les syndicats qui sont affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Donc ces 3 catégories par courrier et les autres syndicats devront être invités par tout moyen. Donc, affichage, en général, on va retrouver un affichage dans l'entreprise. Donc, ces organisations syndicales vont être invitées à venir négocier le protocole d'accord préélectoral, le PAP. Le PAP, Charline, c'est quoi ? Oui. Alors, peut-être une petite précision, parce qu'il arrive, effectivement, surtout dans les petites et moyennes entreprises, que les organisations syndicales, il n'y ait pas d'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, ou qu'il n'y ait pas de section syndicale, ou que les syndicats donc, ne répondent pas à l'invitation à négocier le PAP. Donc, la question peut se poser, que fait l'employeur s'il n'a pas d'invité qui est défait à son invitation pour négocier le PAP? Eh bien, dans ce cas-là, l'employeur, de manière unilatérale, organise les élections. C'est lui qui fixera la date du premier tour, l'horaire. Ceci étant, il ne pourra pas modifier le nombre de collèges ni le nombre de sièges à pourvoir et qui sont fixés dans le Code du travail. Donc, le PAP, c'est quoi exactement? Alors, protocole d'accord préélectoral. Donc, qui dit préélectoral, c'est évidemment avant les élections, puisque l'objectif du PAP, son objet même, c'est d'organiser matériellement les élections. Donc, de procéder à la répartition du personnel dans les collèges, si on a plusieurs collèges, 1 ou 2 collèges, ou de procéder également à la répartition des sièges, de déterminer si oui ou non on recourt ou pas, comme ça se développe dans certaines entreprises, au vote électronique, de prévoir éventuellement le vote en dehors du temps de travail, ça peut se faire via le PAP, et évidemment de déterminer surtout donc la date aussi du premier tour des élections et l'horaire à laquelle ces élections se passeront. Alors, est-ce qu'il y a un délai minimum à respecter entre l'invitation
et le jour de la réunion, la première réunion de négociation du PAP. Tout à fait. Alors, effectivement, le timing du processus électoral, vous l'avez compris, on a besoin de le préparer. Il s'étire dans le temps. 90 jours pour le premier tour à partir de l'information donnée aux salariés, premier timing. Et deuxième timing, l'invitation faite aux organisations syndicales pour négocier le PAP doit se faire au plus tard dans les 15 jours qui précèdent la première réunion dédiée à la négociation du PAP. Et la validité du PAP est-elle subordonnée à une condition spécifique de majorité ? Tout à fait. Alors là, cette condition n'a pas été modifiée par les dernières ordonnances travail. Donc, on reste sur une double condition de majorité. Il ne s'agit pas de soumettre un PAP au référendum, de soumettre le PAP aux délégués du personnel. Le PAP se négocie exclusivement avec les organisations syndicales qui se présentent pour le négocier. Il faut d'une part donc une double majorité, que les organisations syndicales qui ont répondu oui pour la négociation le fassent en majorité, soient majoritairement présentes autour de la table, et qu'en plus, ces organisations syndicales représentent à elles seules au moins 10% des voix aux dernières élections. Donc, pour renforcer, on va dire, la légitimité de cet acte quand même particulier, par lequel d'ailleurs on peut déroger à certaines dispositions légales, mais ça peut se faire qu'avec les organisations syndicales. Si l'employeur part seul parce qu'il n'a pas d'organisation syndicale autour de la table, à ce moment-là, il ne peut pas déroger, mais il lui appartient pour autant d'organiser les élections. Donc le PAP, on le met en place que si on a des syndicats qui viennent le négocier. Parce qu'on a eu une habitude à un moment donné des chefs d'entreprise d'établir un document qu'ils appelaient PAP, qui en fait, alors qu'en l'absence de délégués, de représentants syndicaux, d'organisations syndicales, ils n'avaient pas l'obligation de négocier un protocole d'accord préélectoral avec eux-mêmes. Donc ça, c'était pour l'étape 2, le PAP. Donc on enchaîne ensuite sur l'étape 3 du processus électoral. Ça va être une étape dans laquelle on va afficher. Donc il va falloir ce protocole d'accord préélectoral l'afficher. Il va falloir afficher une note de service précisant les conditions d'organisation des élections et il va falloir afficher les listes électorales. Entre l'étape 3 et l'étape 4, nous allons recevoir les candidatures des différentes organisations syndicales, puisque nous sommes au premier tour. Donc, nous allons recevoir les candidatures, afficher une note précisant les candidatures reçues et envoyer le matériel par correspondance si celui-ci a été prévu. Tout à fait. Donc, les candidatures, il faut le savoir, sauf à ce que dans le PAP, il y ait une date deadline pour déposer les candidatures. Si c'est pas prévu dans le PAP ou si l'employeur organise seul ces élections, il faut savoir que les candidatures peuvent être déposées jusqu'au jour des élections, dans l'absolu. Donc, voilà, c'est important de le dire. Une candidature est recevable jusqu'au jour du premier tour des élections. Ce qui pourra poser problème pour établir les bulletins de vote, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc, nous sommes au jour du scrutin, premier tour. Donc là, ce scrutin, on l'a dit, va se dérouler maximum 90 jours après la première étape d'information des salariés. On va voir tout à l'heure, on va revenir justement sur toute l'anticipation de l'organisation de ce scrutin. On va donc proclamer les résultats, rédiger les procès-verbaux et, si un deuxième tour est nécessaire, afficher la note concernant le deuxième tour. Si deuxième tour il y a, on reprend exactement les mêmes étapes, on affiche une note de service, on lance l'appel à candidature, on affiche les candidatures, etc. Et on arrive donc avec tout ça, avec notre étape 7, qui est donc deuxième tour, si deuxième tour il y a. Donc celui-ci doit se dérouler maximum 15 jours après le premier tour. Proclamation des résultats, établissement des procès-verbaux par les membres du bureau de vote et transmission du PV d'élection. Alors, la transmission, comment ça s'effectue? Alors, la transmission, il y a deux modalités, une plus ancienne et une nouvelle. La nouvelle, je commence par la nouvelle, c'est la télétransmission. Donc, depuis le site du ministère du Travail, donc s'affiche, vous voyez en direct comme nous, le site dédié aux élections professionnelles. D'ailleurs, quand même, est important de souligner que sur ce site, vous avez aussi des tutos, différents outils qui accompagnent pas à pas le chef d'entreprise dans l'organisation de ces élections. Il est important quand vous procédez à une télétransmission, on l'indique, parce que ça ressort aussi de la pratique déjà vécue
par certains employeurs, c'est donc évidemment de vous munir de votre numéro de SIRET, mais aussi de votre IDCC, ce qu'on appelle l'IDCC, donc ce qui détermine la convention collective qui vous est applicable. Dans la pratique, là aussi dans la vraie vie, il est possible qu'une seule et même entreprise soit soumise à plusieurs conventions collectives. On regarde dans ce cas-là, pour savoir quel IDCC on saisit, quelle est la majorité des salariés dont dépend telle ou telle convention collective. Si j'ai une entreprise qui compte 80 salariés et qui dépend de la convention collective de la métallurgie et 20 salariés qui, par exemple, dépendent de la plasturgie, eh bien, ce sera, vous l'avez bien compris, l'IDCC de la métallurgie qui sera à saisir. Autre modalité, la plus ancienne, la possibilité d'envoyer donc aussi les PV d'élection par papier, support papier, au CTEP, donc le Centre de traitement des élections professionnelles, dont l'adresse également aussi s'affiche sur l'écran. Et donc, sachant que ce CET, notamment ce CTEP, a vocation au niveau national à mesurer la représentativité de l'ensemble, à agréger tous les résultats qui viennent de toutes nos entreprises de France et de Navarre et à les agréger au niveau national pour déterminer la représentativité nationale des organisations syndicales. Et enfin, ultime et dernier envoi, c'est d'informer les organisations syndicales qui ont présenté des listes de candidats ou qui ont participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Parfait. Donc là, on va se situer, donc on va revenir un peu en arrière sur le jour du scrutin, le jour du premier tour. Donc pour vous rappeler que le vote a lieu dans l'entreprise pendant le temps de travail et que surtout, il faut savoir anticiper puisque le jour de ce vote, il faudra que l'employeur ait fait imprimer et fournir les bulletins de vote en nombre égal et suffisant pour chaque liste de candidats. Il faudra également qu'il fournisse et qu'il ait commandé et fournir les enveloppes opaques, bien sûr, en nombre suffisant. Il faudra prévoir des isoloirs ou à tout le moins la possibilité pour les salariés de s'isoler pour voter puisque c'est un scrutin secret. Et enfin, il faudra également prévoir des urnes. Pas forcément des urnes en plastique, ça peut être des cartons. Le tout, c'est que l'urne soit scellée du début jusqu'à la fin du scrutin. Tout à fait, parce que là, vous l'avez bien compris, il s'agit de respecter les dispositions, cette fois-ci, du code électoral et toutes ces précautions matérielles, les bulletins de vote, les urnes, tout ça, les isoloirs, visent à préserver deux principes majeurs. La sincérité et le secret du vote. Donc voilà, toutes ces précautions sont là pour sécuriser aussi les élections professionnelles, pour éviter toute contestation ultérieure et préserver le vote de chacun des salariés. Alors vous l'aurez compris, il faut également constituer un bureau de vote. Donc la composition du bureau de vote est normalement fixée par le protocole d'accord préélectoral. Si vous n'avez pas de protocole d'accord préélectoral, on va se référer aux principes généraux du droit électoral, donc les deux salariés les plus âgés et le salarié le plus jeune. Donc, composition du bureau de vote avec 3 salariés électeurs du collège. Voilà. Pour finir rapidement, donc le scrutin a eu lieu. Il va falloir maintenant que l'on dépouille. Alors, comment tout ça se passe? Eh bien, là encore, on obéit aux principes généraux du code électoral. Donc, vous savez, le juge naturel qui est là pour préserver, en cas de contestation, c'est le tribunal d'instance. Donc, c'est de dépouiller en public immédiatement. Alors, ça peut se faire devant, outre évidemment, le bureau de vote est là pour le faire matériellement, mais aussi en présence de scrutateurs. Donc, les scrutateurs peuvent être des organisations syndicales, mais aussi l'employeur qui a vocation aussi à être présent, s'il le souhaite, pour voir dont ce dépouillement s'effectue. Ensuite, proclamation évidemment des résultats, et cette proclamation se fait par le bureau de vote en direct devant les salariés juste à la fin du deuxième tour. Très bien, donc nous terminerons juste, puisque nous sommes juste dans le délai, donc pour vous parler des questions de quorum et des questions d'attribution des sièges. Alors, concernant le quorum, donc le quorum, on va en tenir compte qu'au premier tour. Le quorum, c'est quoi?
il faut que les suffrages valablement exprimés soient au moins égaux à la moitié des électeurs inscrits. Ce quorum, il va être important pour le premier tour. C'est-à-dire qu'au premier tour, si on n'a pas le quorum, on va passer au deuxième tour. Au deuxième tour, en revanche, il n'y a pas de notion de quorum. Okay. Si le quorum n'est pas éteint au premier tour, toutefois, il va falloir dépouiller afin de pouvoir mesurer l'audience des syndicats et organiser le deuxième tour. Concernant l'attribution des sièges, le principe d'application de la représentation à la plus forte moyenne et non pas au scrutin majoritaire. Alors là encore, je vous rassure, le ministère du Travail a mis à disposition des entreprises, en particulier des TPE-PME, un calculateur qui permet de rentrer les données basiques de l'entreprise que sont les effectifs, la composition des collèges, et donc une fois le résultat effectué, eh bien ce calculateur aide l'entreprise à calculer et le quorum et le quotient électoral, puisque ce sont deux notions fondamentales qui contribuent donc ensuite à désigner cette délégation du personnel au sein du CSE. Parfait. Ben, alors je vois qu'on a tenu le timing, ce qui est déjà plutôt pas mal. On va donc répondre aux questions qui nous sont posées. Donc, est-ce que vous allez recevoir une copie du PowerPoint? Oui, bien sûr, peut-être même un peu plus développé, on va voir. Deuxième question, oui. Pour les entreprises de moins de 24 salariés, est-il vrai que si aucun salarié ne se présente avec un syndicat, l'entreprise n'a pas envoyé les lettres d'invitation au syndicat? Alors, c'est une disposition spécifique nouvelle qui a été introduite en septembre 2017. Alors, c'est pas pour les entreprises de moins de 24, c'est pour les entreprises jusqu'à 20 salariés. Et si aucun salarié ne se présente, il n'y a pas de candidat, donc l'employeur a fait une information de la date à laquelle le premier tour se passera, mais il n'y a pas de candidat. Eh bien, le processus électoral, on va dire, s'arrête sur le quai, puisque derrière, il n'y aura pas d'invitation nécessaire à faire auprès des organisations syndicales. Très bien. Question, s'il n'y a pas de représentation syndicale, peut-on regarder auprès des signataires de la CCN? Alors, je n'ai pas bien suivi. Vous devez inviter à minima les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que la question, je la lis comme ça. Il n'y a pas de représentation syndicale dans l'entreprise, donc il n'y a pas de syndicat représentatif dans l'entreprise. Mais on a vu tout à l'heure dans le déroulé du PowerPoint, malgré tout, il y a d'autres organisations syndicales qui sont, on va dire, extérieures à l'entreprise. Elles ne sont pas présentes dans l'entreprise, mais vous dépendez, par exemple, de la branche de la métallurgie. Eh bien, vous devez par tout moyen afficher dans l'entreprise que vous organisez des élections. Après, cette information circule jusqu'à des organisations syndicales extérieures qui peuvent donc venir négocier le protocole d'accord préélectoral. Aujourd'hui, à minima, il faut inviter les 5 centrales syndicales de salariés les plus connues, représentatives, CGT, FE, CFTC, CFDT et CGC. Après, je vois, il y a des questions plus dédiées, non pas cette fois-ci sur les élections professionnelles, mais sur les formations. Pour les titulaires et suppléants, dans quel délai y a-t-il des formations obligatoires et dans quel délai est-elles réalisées? Alors, je vais vous répondre rapidement, non pas que je veuille évacuer la question. Je vous invite à aller retourner sur notre site de PACA, là, tout y est sur les formations obligatoires, les délais, pour qui, quand, comment, et donc je vous invite à y aller. Et donc, il y a notamment un webinaire qui a été réalisé avec la RACT qui répond à ce type de questions. Et oui, il y a bien des formations obligatoires à réaliser pour le CSE, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et notamment en matière de santé et sécurité au travail. Vous avez oublié la question. Alors, une question un peu complexe à laquelle nous avons nous-mêmes été confrontés dans la mise en place de notre CSE. Comment faire 2 collèges quand pour 29 salariés, il y a un ouvrier et 28 agents de maîtrise ou cadres? On en coupe un en 2. Est-ce que dans cette hypothèse, on peut faire un seul collège sans protocole d'accord préélectoral? Ça paraît impossible. Non, on peut pas. Il faut, dès lors qu'une profession est représentée,
Elle doit être représentée, même si, bon voilà, l'ouvrier est tout seul, eh bien, il doit avoir un collège ouvrier. Après, on peut déroger à cette classification, je l'ai indiqué tout à l'heure, si par le pape, on a une organisation syndicale qui accepterait de faire un collège unique, d'où l'intérêt parfois aussi d'avoir une organisation syndicale comme interlocuteur pour déroger aux dispositions du Code du travail. Donc, pour répondre directement à la question, là, c'est non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Très bien. Je pense j'espère que vous avez été satisfait de notre intervention. Je vais me tourner vers Monsieur Picoche pour la clôture de cette web Fait conférence. l'ouverture, merci de me faire la clôture. Tout d'abord, quelque chose est à rappeler. On innove, Madame la directrice adjointe. On innove. Donc, j'espère que la volonté des partenaires de l'Observatoire va servir au plus grand nombre. Alors, tout à l'heure, vous avez fait un rappel intéressant que le chef d'entreprise ne pouvait pas tout faire. Je voudrais rappeler que le travail de l'Observatoire, c'était pas simplement pour faire état des risques pénaux en cas d'entrave juridique et autres, mais c'était aussi de vouloir faire en sorte que l'ensemble des partenaires concernés par le monde de l'entreprise puissent trouver des solutions, parce que on en a bon nombre à apporter pour aller dans l'évolution de l'entreprise et sa pérennité. Et c'est que pas simplement une contrainte. C'est ça qui était important à dire. Donc, écoutez, vous pouvez tous, pour tous les partenaires qui ont suivi cet échange, vous pouvez tous, si en cas vous ne trouvez pas la réponse à votre demande sur le site de la directe régionale, et ça m'étonnerait, mais vous pouvez vous rapprocher de tous les partenaires qui délibèrent au sein de l'Observatoire, qui vous aideront à vous apporter la réponse nécessaire à vos demandes. Voilà, mesdames, merci. Je ne savais pas si j'allais remercier les actrices, les animatrices, mais je dirais vous avez été exceptionnellement de bonnes pédagogues. Merci encore, mesdames, et merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.